Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que ça va comme vous voulez et que cette fois-ci, on va préparer les jours meilleurs à venir. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de jours meilleurs à venir, on va parler d'un événement de la semaine prochaine. On va en parler d'un causement réunionnais. L'événement, ça sera donc Marine Champignol qui va nous en parler, présidente de Quartier Libre, bonsoir. Bonsoir, Jismi. Et celui qui sera au fourneau pour cet événement, Monsieur Fontaine, comment allez-vous? Ça va bien, Jismi Ramoudou, bonsoir Antoine à tous. Fontaine, donc, qu'on reçoit également. Alors, Antoine Fontaine est là pour quelque chose. C'est lui qui sera donc au fourneau, imaginez-le, avec le bonnet blanc, le tablier et tout ce qui fait qu'on parlera nourriture et alimentation haïtienne. D'abord, on va rappeler cet événement. Marine Champignol. Oui, en fait, c'est un événement qui s'articule autour de la prison Juliette Dodu, bien évidemment. C'est le combat que nous menons, que nous poursuivons, combat de Sud-Elfuma que nous poursuivons sous la direction du professeur Prosper Rêve également, et avec un ensemble d'historiens, enfin on va dire l'équipe pluridisciplinaire de La Réunion, une partie du moins, qui a bien voulu se joindre à nous et y participer. Et bien sûr, il va y avoir aussi une mutualisation avec les internationaux de l'extérieur. Nous allons recevoir, comme je l'avais dit précédemment, dans une émission antérieure, nous allons recevoir Doudou Diène. Donc lui, il est très, très, très intéressé par la thématique. Alors lui, il est de quelle nationalité, ce monsieur? Alors il est de nationalité sénégalaise. Et il a plusieurs casquettes. Alors, il nous a fait parvenir un CV court, mais qui fait déjà 2 pages. Donc, imaginez un peu tout ce que le gars a fait, quoi. Alors là, on a dit origine nationalité sénégalaise. On va parler dans cette émission, on va parler de nationalité haïtienne. On va parler plus d'Haïti. Alors, qui nous vient d'Haïti, précisément? Alors, en fait, on ne pouvait pas ne pas parler de Toussaint Louverture sans parler de la cuisine haïtienne, tout en sachant que les objectifs de l'UNESCO donc intègrent aussi le patrimoine immatériel dont la cuisine en fait partie, notre causé aussi en fait partie, notre langue aussi en fait partie. Donc voilà, et c'est pour ça on a envisagé d'intégrer des échanges culinaires avec Haïti et La Réunion. On est bien, on est, j'ai envie de dire, agréablement surpris, enfin l'association du moins, par l'apport et le partenariat de l'AFPA et de la confrérie des disciples d'Escoffier de l'océan Indien. Évidemment, c'est Antoine qui nous a mis en contact avec ces partenaires-là. Et je l'en remercie. Alors, d'abord, on va juste rappeler que Haïti, c'est cette île qui, depuis 2 ou 3 ans, vit des moments particulièrement difficiles entre les catastrophes climatiques et la misère, qui viennent augmenter la misère et la souffrance. On va avoir une pensée, malheureusement c'est tout ce qu'on peut faire aussi, si ce n'est que d'envoyer des dons à Haïti. On ne sait même pas si ça arrivera malheureusement aux personnes les plus nécessiteuses. Mais en tout cas, on essaye de... Parfois la vie est particulièrement difficile pour certaines îles, certaines personnes, donc c'est tout ce qu'on pourra... Mais en tout cas, pendant ce moment-là, Antoine Fontaine, on va parler d'Haïti, et cette fois-ci, du bon côté. Écoutez, oui, à Haïti, quand même, il faut se rappeler, à la période de la colonisation et de l'esclavage, est quand même le premier territoire qui se révolte contre l'esclavage. Et cette misère qu'ils connaissent aujourd'hui, elle est peut-être pas étrangère non plus à toute cette histoire, et même je dirais qu'elle est
complètement en lien avec toute cette histoire, parce que c'est vrai que la révolution à Haïti, avec Toussaint Louverture, hein, qui a été géré l'un des initiateurs les plus connus aujourd'hui de cet aspect de l'histoire de l'île et de l'histoire de France aussi. Et donc... oui, parce que je coupe... On t'attendait un moment, parce que c'est quelque chose que nous nous rendons compte aujourd'hui, parce que nous ouvrons un petit peu les pages des livres d'histoire, c'est l'apport des ultramarins dans les différents conflits de la France. Et c'est incroyable de voir comment, que ce soit d'Afrique, des Antilles, du Pacifique, combien les ultramarins ont participé aux batailles menées par la France, et c'est bien de temps en temps de rendre hommage aussi à ceux qui ont permis que la liberté, que la France gagne. Dans une forme de contradiction quand même, malgré tout, parce que c'est vrai qu'à cette période-là, la France faisait la promotion de la liberté et des droits de l'homme, tout en mettant en esclavage un certain nombre de territoires. C'est un peu le paradoxe, je dirais, français, que l'on retrouve encore aujourd'hui. C'est un pays qui aime beaucoup s'enorgueillir d'être la patrie des droits de l'homme, mais quand on regarde la réalité concrète de ces droits de l'homme en France même, on peut s'interroger. Mais c'est vrai que ce questionnement vis-à-vis de l'histoire, il est essentiel, il est nécessaire, parce que il nous permet aussi de comprendre, même ici à La Réunion, bien entendu, puisque nous-mêmes, nous avons été au cœur de cette politique coloniale et de l'esclavage qui a été mise en place aussi dans la zone océan Indien. Eh bien, elle permet de comprendre la situation d'aujourd'hui, en fait. Elle permet d'expliquer beaucoup de choses dans la situation d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la cuisine, est l'un des facteurs, peut-être l'un des plus positifs, si tant est que on pourrait dire qu'il y a eu quelque chose de positif dans cette sombre page de notre histoire. Et il y a forcément cet échange entre différentes cultures qui se rencontrent, entre la France profonde, entre l'Afrique profonde également, et puis tous ceux venus par ailleurs qu'on a enrôlés de force, qu'il s'agisse de l'Asie en l'occurrence. Et donc forcément, il y a un échange culturel entre ces personnes, et peut-être que je dirais, s'il y a quelque chose d'universel pour le coup, c'est bien cette nécessité que nous avons tous de manger, qui est un besoin fondamental et vital, et donc nous voulons aussi, à travers ce colloque, mettre ces aspects, on va dire, peut-être un peu plus légers, et on retrouve finalement pas mal de similitudes avec la cuisine réunionnaise. Juste un petit clin d'œil pour montrer que parfois, même pendant la guerre, on invente une recette. Le veau marengo a été inventé lors d'une bataille. Effectivement, il fallait nourrir le chef. Je vais pas te dire le nom parce que j'ai peur de me tromper, et de l'époque surtout. Et comme le cuisinier a dû composer avec ce qu'il avait, et ce qui a amené donc le veau marengo. Donc pour faire un clin d'œil à ça, en disant que voilà. Parfois, on fait avec, c'est un petit peu comme la tarte tatin. La tarte tatin, on a composé avec, parce qu'on a fait cuire la pâte trop tard, je crois. Oui, voilà, il y a eu, il y a eu en fait une erreur de cuisson, et finalement, voilà. On a eu la tarte tatin. Donc voilà, c'est pour ça. Pas seulement pendant la guerre, il faut croire que parfois, le hasard, si on peut appeler ça le hasard, les concours de circonstances créent de bonnes recettes. Je parlerais même de génie, en fait, au niveau de la cuisine, parce que c'est vrai que dans ces territoires, comme celui de La Réunion d'ailleurs, on a dû se débrouiller avec ce qu'il y avait, et c'est là où on se rend compte de l'inventivité de nos ancêtres qui ont réussi à exploiter finalement tout ce qui pouvait pousser, et le cuisiner de manière admirable. Le curry poulet sans tomate, ça n'a jamais été une volonté. Hein. Il n'y avait pas de tomate. C'est parce qu'il n'y avait pas de tomate. On a fait le curry poulet. Mais il est meilleur que le curry avec les tomates. Hein. Le curry de poulet, finalement, sans tomate, il est aussi... Je ne vais pas dire qu'est-ce qui est meilleur, mais je rigole parce que parfois on le fait parce qu'il n'y a pas les ingrédients pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est
ça le... Tout à fait, mais ça n'empêche pas quand même malgré tout qu'il y ait beaucoup de goût, beaucoup de minutie dans la préparation, parce que malgré tout, il y a de nombreux ingrédients qu'on utilise de matières premières qu'il faut savoir traiter. Je pense par exemple au baba de figue. C'est quelque chose qui est délicieux, mais qui est aussi en même temps très long à préparer. Et il fallait vraiment, je dirais, toute cette expérience dont on hérite aujourd'hui finalement pour connaître les recettes que l'on essaye de perpétuer, voire même un petit peu d'actualiser en fonction de l'époque à laquelle nous vivons. Mais la cuisine haïtienne aujourd'hui, pour quelqu'un qui sait cuisiner et qui a montré ses talents en faisant des tartes au bread, Antoine Fontaine. Non, c'est vrai. Non, je sais. Oui. C'est vraiment. Je veux dire, c'est vraiment faut le féliciter pour ça, quoi, parce que des tartes au bread, ça fait pas longtemps qu'on en fait à La Réunion, quoi. Non, ça fait pas longtemps, et c'est vrai que y a quand même pas mal de similarités, je dirais, dans l'utilisation de beaucoup de légumes. Parce que c'est vrai que la cuisine traditionnelle de La Réunion, pour ce que, en tout cas, moi je considère comme la cuisine traditionnelle, c'est beaucoup de légumes qu'on utilisait et qu'il n'y avait pas forcément autant de viande. Donc c'est vrai que la chef qui va venir dans le cadre de cet échange de saveurs créoles sur Paris, donc qui est d'origine haïtienne, utilise aussi beaucoup de légumes dans ce qu'elle va nous préparer, et donc ce que nous allons faire également, donc en lien, comme l'a dit Marilyn, avec l'AFPAR de Saint-André et la confrérie des disciples d'Escoffier, où nous allons aussi initier les stagiaires qui sont actuellement en formation pour devenir de futurs chefs cuisiniers à ces différents plats. Qu'est-ce que le public qui pourra venir voir ou pourra goûter à quelque chose pourrait s'attendre? Je t'arrête là parce qu'en fait avec Covid, avec le Covid, enfin la Covid, avec le protocole sanitaire, le public ne sera probablement pas invité. Ça ne nous empêchera pas de mettre sur une table et de faire goûter à quelques personnes. Tout à fait. Donc, il y aura bien sûr des personnes qui pourront goûter, des privilégiés. Même s'ils sont que 10, mais ce sera les 10 privilégiés de... Oui, voilà. En fait, il y a vraiment une minorité de personnes qui seront... invités à goûter. Le but, c'était surtout d'avoir un échange avec les stagiaires, donc apporter un complément d'informations. Voilà. Donc c'était plus à ce niveau-là, et aussi faire connaître aux internationaux présents à cette conférence, et notamment La Réunion. Donc amener La Réunion aussi à échanger avec les cuisines d'ailleurs. Donc c'était c'est dans ce cadre-là aussi. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu des plats que vous allez présenter aux stagiaires? Alors ils sont actuellement en cours nous sommes en train de finaliser le menu, et d'ailleurs je profite de cette occasion vraiment pour remercier le chef Yves Bouvier, donc qui est le président de la confrérie des disciples d'Escoffier Océan Indien, qui tout de suite a accepté notre proposition de partenariat. Et puis je voudrais saluer aussi le chef Glamport, qui est le formateur à l'AFPAR, et qui, je dirais, a cette particularité de savoir utiliser l'ensemble de nos produits locaux et de les revisiter tout en conservant un peu cet aspect traditionnel, mais en tout cas de les revisiter. Et c'est vrai qu'il sera beaucoup question, comme nous sommes dans l'Est en plus, d'une part d'utiliser les feuilles de manioc, d'utiliser aussi les légumes de saison, parce que c'est aussi cela, je dirais, la cuisine, c'est savoir utiliser les produits de saison, et pour qu'ils soient dans leur meilleur apport nutritionnel, parce que la nourriture, c'est aussi
une question de santé au-delà du plaisir qu'on peut avoir, mais c'est aussi, je dirais, au service de notre santé. Et donc, le menu est en cours de préparation. Les fiches techniques sont en train d'être préparées aussi pour les stagiaires de l'AFPAR, mais en tout cas, d'après ce qu'on peut voir au niveau des ingrédients, ça sera, à mon avis, délicieux, sans que j'ai de jugement en avance. Je vais vous poser une colle à tous les deux. Quel est le plat national d'Haïti? Le plat vraiment national, le plat qui est connu? Eux, c'est comme les Antilles, c'est comme les pays africains. Donc il y a la banane plantain. Donc la banane plantain rentre dans leur alimentation et c'est un plat qui est international. Après, je ne peux pas te dire comment c'est. Bon, je sais qu'ici, il y a une grande communauté africaine dans l'île. Hein. Donc, nous sommes régulièrement invités. Donc, ils ont une particularité de faire ce plat-là qui est très long d'ailleurs. Et justement, en matière de menu, il va y avoir aussi, donc il est prévu les bananes plantain. Après, bon, il va falloir trouver les bananes plantain parce que j'imagine c'est pas. Il n'y en a pas à La Réunion? Si, il y en a, mais difficilement, mais il y en a. On trouve plus facilement la banane carrée que la banane plantain. Donc nous déjà on plante les bananes carrées chez nous, mais les bananes plantain poussent un peu plus difficilement, voilà. Donc ce qui veut dire que désormais il va falloir y aller et planter des bananes plantain. Oui, donc et puis ils ont des spécialités. Enfin, lors l'année dernière, donc j'ai été invitée à son restaurant parce qu'elle a un restaurant dans la région parisienne. Effectivement, il y avait des plats mais très savoureux. Hein, donc il y avait de la viande, il y avait du poisson. Et donc, c'était excellent. Donc, on aura l'occasion, voilà, si tu es là, je sais pas si... Alors, on essaiera... Qu'est-ce qui caractérise, pour Antoine Fontaine, qu'est-ce qui caractérise la cuisine haïtienne aujourd'hui? C'est d'avoir beaucoup de légumes, d'avoir un peu de viande quand même. Qu'est-ce qui... Dans la mesure où, souvent, je dirais, la consommation de légumes, elle est souvent liée aussi à la misère, à un niveau de vie, hein, et que très probablement ces légumes sont peut-être ce qu'il y a de plus accessible financièrement. Hein. Mais ça n'empêche pas, malgré tout, que sur le plan nutritionnel, il soit excellent déjà pour la santé, et puis après, ensuite, l'utilisation de nombreuses épices, ce qui fait toute la différence et qui donne de la saveur à tous ces légumes. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a les modes de cuisson aussi, hein, qui participent à la qualité d'un plat. Et donc, pour l'instant, moi-même, aujourd'hui, je vais découvrir avec cette chef aussi la cuisine haïtienne. Et donc, mais en tout cas, ce qu'elle nous a demandé de préparer en termes de matières premières, augure des choses assez délicieuses, me semble-t-il. Parce qu'il y a aussi à travers la cuisine, au-delà de cet aspect besoin alimentaire, il y a aussi cet aspect lié au plaisir, hein, qu'on prend. Est-ce que ça va être aussi l'occasion pour Quartier Libre, pour Marine Champignol, pour Antoine Fontaine, d'aller fouiller un petit peu dans le passé pour voir ce que, peut-être pas ce qu'ils mangeaient à la prison Juliette Dodu, mais ce que dans les années 20, 30, 40 ou 50, ce que nos parents affectionnaient le plus, nos parents, nos grands-parents ou nos aïeux. Eh bien, Justine, j'ai envie de te dire, moi je viens d'une famille d'agriculteurs. Donc mes grands-parents étaient agriculteurs, éleveurs. Et donc j'ai grandi avec ma grand-mère. Nous-mêmes, on est aussi agriculteurs. On a monté une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On est aussi dans la perspective, enfin on est dans cette dynamique-là, de revisiter tous les produits qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, notamment les margozes. On trouve maintenant les margozes qui font au moins machin, etc. C'est les margozes indiens, ça, je crois, non? Oui, ça vient de l'Inde, me semble-t-il. Ouais. Donc nous, on a retrouvé, on est en train de replanter les petites margozes qu'on avait anciennement très amères.
replanter les haricots noirs, donc il y a les pipangailles qu'on ne retrouve plus, les patoles, donc on en plante chez nous, patoles, pipangailles, et donc Barbadine. Barbadine, non, on n'a pas planté encore. Non. Mais voilà, on a mis, on a replanté le mambolo, que presque les gens n'aiment plus. Mais nous, on trouve que c'est la texture de la chair est jolie et ferme. Oui, mais on ne sait pas comment consommer le mambolo. Le mambolo, en fait, c'est vrai que dès qu'il est sur l'arbre, on a cette odeur un peu forte qui nous rappelle, voilà, une odeur assez particulière. Mais le mambolo, nous, ce qu'on fait, une fois qu'on l'a cueilli, on l'épluche et puis on met au frigo. Et je t'assure, ça n'a plus l'odeur que les gens, en fait, trouvent un peu repoussant. Oui, c'est un peu fort quand même. Donc, mais une fois qu'il est épluché, il est excellent. Donc, au niveau texture, au niveau goût, c'est un très bon fruit avec des propriétés, etc. Mais après, le mambolo fait partie de la famille des mangoustans. Donc, on a planté aussi les mangoustans. Donc, c'est un fruit normalement qui est de l'Est, mais il y en a de moins en moins maintenant avec l'urbanisation. Ouais. Et donc, nous, on a replanté chez nous. Et c'est vrai en fait, on essaye de replanter tout ce qu'on ne retrouve plus. Parce qu'il y a une demande en matière agricole, donc il y a une demande, mais ce sont des demandes plus au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens vont dire voilà, on aimerait bien les panais, on aimerait bien les betteraves, une sorte de betterave qu'on trouve essentiellement en France hexagonale. Et c'est vrai que dès qu'il y en a un qui plante quelque chose, et tout le monde en fait. Donc actuellement, c'est le yacon. La poire de terre, c'est la poire de terre où on en trouve. C'est envahi en ce moment sur les marchés. C'est comme ça qu'ils ont fait pour faire manger aux Français la pomme de terre. Oui, donc ça marche. Et ensuite, ils se la sont appropriés complètement, cette pomme de terre. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ce premier échange, je dirais, c'est peut-être l'opportunité d'approfondir un peu plus les connaissances et l'histoire de ce patrimoine culinaire, parce que c'est vrai que le goût que nous avons aujourd'hui pour certains ingrédients, par exemple liés essentiellement à l'utilisation de viande animale, il vient de quelque part, notamment le fait d'aimer consommer tout un tas de charcuteries ou de pieds aussi de porc, c'est parce que c'était souvent les morceaux considérés comme moins nobles et que l'on donnait à manger aux esclaves, aux travailleurs engagés, et donc ce qui peut expliquer aussi ce goût que nous avons au XXIe siècle aujourd'hui pour ce genre d'ingrédients. De toute façon, tout ce qui a été pour les pauvres avant, aujourd'hui, ce sont les riches qui les achètent. Oui, parce que c'est devenu des produits de luxe. Voilà. On va s'arrêter à ça. Et tant mieux pour ceux qui en profitent d'ailleurs. Merci Antoine Fontaine. Merci Marine Champignol, présidente de Quartier Libre. On rappelle donc que cet événement, le 7, 8 et 9 octobre, le 7 donc, ça sera donc à Saint-André. De toute façon, on reviendra en détail sur cet événement dans la prochaine émission. Merci à vous. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis à bientôt.